Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. En Guinée, la junte au pouvoir a annoncé des consultations avec les forces vives du pays. Une série de rencontres est prévue dès le mardi 14 septembre au palais du peuple de Conakry. L'Égypte ambitionne de développer son potentiel énergétique. La part d'énergie renouvelable devrait atteindre 13,7 gigawatts en 2030, et ce grâce au développement de l'énergie solaire et éolienne. Et puis la quinzaine touristique se poursuit en Côte d'Ivoire, l'occasion de découvrir le patrimoine culturel du pays. Dans ce journal, découverte des monts Mafa, des montagnes où coule une eau sacrée. Mais d'abord, au Maroc, les négociations sont en cours pour la formation du nouveau gouvernement. Une mission confiée à Aziz Ranouch. Son parti, le RNI, a remporté le plus de sièges au Parlement lors du scrutin du 8 septembre. Un scrutin marqué par un effondrement dans les urnes du Parti de la Justice et du Développement. Après 10 ans de gouvernance, le nouveau gouvernement devra répondre aux différentes problématiques d'inégalité, notamment territoriales, des genres et du système scolaire et sanitaire. Après une rencontre avec une délégation de haut niveau de la CEDEAO, le pouvoir militaire en place en Guinée a annoncé une série de rencontres. Des négociations nationales sont prévues au Palais du Peuple de Conakry dès le 14 septembre prochain. Nathalie Mo. Après le putsch qu'il a perpétré au nom, dit-il, de la démocratie, le Comité national du rassemblement et du développement CNRD veut à présent tracer les lignes de la transition politique en Guinée. Ce 11 septembre, la junte militaire a annoncé des rencontres avec les principaux leaders d'opinion guinéens. Les concertations nationales qui s'ouvrent dès le 14 septembre 2021 visent notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple selon le programme ci-dessous. Mardi 14 septembre 2021, de 10h à 12h, les leaders des partis politiques. De 13h à 15h, 5 représentants de chacune des 4 coordinations régionales. De 16h à 18h, les chefs des différentes confessions religieuses. Mercredi 15 septembre 2021, de 10h à 12h, les présidents des organisations de la société civile. De 13h à 15h, les représentations des missions diplomatiques. De 16h à 18h, les représentations des associations de Guinéens de l'étranger. Le président s'est compté sur la participation effective de tous. Du côté des partis politiques guinéens, on se dit prêt au dialogue avec le pouvoir militaire en place. Le principal leader politique, Cellou Dalein Diallo, indique depuis la chute du régime d'Alpha Condé vouloir participer activement à la transition. Il souhaite dans ce sens l'organisation rapide des élections. Je suis prêt à participer à un dialogue et même à un gouvernement de transition pour m'assurer que ce gouvernement va faire preuve de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des partis politiques pour organiser très rapidement ces élections libres et transparentes pour sortir la Guinée de cette situation anormale. Et ceci dit, c'est qu'on peut demander aux autorités de transition, puisqu'ils ont condamné la corruption et le détournement des deniers publics, mais également la violation des droits humains, c'est aussi de veiller à ce que les victimes de ces violences aient droit à la justice, comme l'a demandé déjà les Nations Unies. Les nouvelles dispositions du CNRD interviennent au lendemain de sa rencontre avec une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui affichait déjà son satisfecit. L'organisation sous-régionale qui continue d'exiger le retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée et le transfert du pouvoir à des autorités civiles. Et dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, l'armée congolaise a neutralisé 4 rebelles des forces démocratiques alliées ADF. L'assaut a eu lieu au nord-est du pays, dans la province de l'Ituri. Les affrontements entre l'armée et ce groupe rebelle ougandais a fait 3 morts parmi les soldats et 2 parmi les civils. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les rebelles préparaient une attaque contre un cortège de véhicules commerciaux. Des cortèges escortés depuis plusieurs semaines par les militaires des forces congolaises et les casques bleus de la MONUSCO.
Au Cameroun, 4 militants séparatistes présumés ont été condamnés à mort pour le meurtre de 7 écoliers. Attaque perpétrée par une dizaine d'hommes armés le 24 octobre 2020 dans une école de la ville de Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest, une région confrontée à un conflit meurtrier entre l'armée et les séparatistes. Roberto Bogbe. Le 24 octobre 2020, une dizaine d'hommes armés à moto avaient pris d'assaut l'école bilingue Mother Francisca de Kumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun, et ouvert le feu sur des élèves. 7 enfants âgés de 9 à 12 ans sont froidement abattus. Une douzaine d'autres blessés par balle ou à coups de machette. 8 mois plus tard, le tribunal militaire de Boya, dans la région anglophone du sud-ouest, a délibéré après procès. 4 assaillants ont été condamnés ce 7 septembre à la peine de mort. Un procès irrégulier selon l'avocat de la défense. Seulement une personne sur les 4 condamnés à mort a dit être un ancien combattant indépendantiste. Les autres ont été arrêtés par la police, les yeux bandés, puis amenés au poste et forcés à faire des déclarations. Dans ce procès ouvert, 12 personnes au total avaient été accusées de terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection, meurtre et possession illégale d'armes. Des faits très graves selon la loi camerounaise. Alors que le débat sur la peine de mort dans le pays est ravivé, la défense a une dizaine de jours pour faire appel. Il faut faire la différence entre la loi telle qu'elle est et le plaidoyer pour l'abolition qui est porté depuis un certain temps par les organisations de défense des droits humains ces organisations qui pensent que la protection du droit à la vie est un droit coutumier, est un droit clé. Et donc, tous les États devraient aller vers l'abolition de la peine de mort. Mais il faut toujours noter que le Cameroun n'a jamais aboli la peine de mort. Depuis 1997, aucun des quelques 100 condamnés à mort au Cameroun n'a été exécuté. Depuis ce verdict, se multiplient les craintes de voir les 4 sécessionnistes présumés fusillés en place publique, comme l'a décidé le tribunal militaire dans le cadre de cette affaire. Dans le cadre de la stratégie intégrée pour l'énergie durable, l'Égypte ambitionne d'atteindre en 2035 une part d'énergie renouvelable de 42%. Pour cela, le pays compte développer des projets solaires et éoliens supplémentaires, initiative qui vise à améliorer l'offre énergétique. Wilfred Diamou. L'Égypte veut améliorer l'offre énergétique pour sa population. Selon un rapport de Global Data, la capacité d'énergie renouvelable du pays, portée par des projets gouvernementaux, passera de 3,51 gigawatts en 2020 à 13,7 gigawatts en 2030, avec un taux de croissance annuel de 14,6%. Une amélioration qui sera soutenue par l'énergie solaire photovoltaïque et l'éolien, qui domineront le marché durant la décennie en cours. L'Égypte est un vaste pays amplement ensoleillé qui dispose en plus d'espaces terrestres et maritimes couverts par un immense potentiel éolien exploitable à toute fin énergétique utile. Dans une perspective de développement durable en effet, il n'est plus à démontrer que l'innovation énergétique du futur fera de plus en plus la part belle aux énergies renouvelables. Les enjeux sont d'abord économiques, car il s'agit d'énergie primaire naturellement disponible en abondance, facilement accessible, exploitable à des coûts rentables et exportable vers des pays tiers une fois transformés sous forme électrique. Le rapport de Global Data prédit une croissance du marché égyptien de l'électricité d'ici 2030. En effet, le régulateur indique que la capacité solaire photovoltaïque cumulée du pays devrait passer de 2,02 gigawatts en 2020 à 7,71 gigawatts en 2030, tandis que la capacité éolienne terrestre devrait passer de 1,39 gigawatts à 5,64 gigawatts sur la même période. L'Égypte entend bien par ce plan stratégique de diversification de son offre énergétique, apporter pour sa part une réponse pratique pour solutionner l'un des paradoxes énergétiques qui affectent le continent, à savoir que les ressources énergétiques naturelles et renouvelables dont est immensement dotée l'Afrique sont insuffisamment exploitées. Les objectifs de croissance énergétique de l'Égypte sont donc tout à fait réalistes à encourager, et ce, dans la mesure où les compétences humaines pour accompagner et réaliser ce type de projet d'envergure sont bien présentes.
Vaste marché énergétique, l'Égypte, déclarée autosuffisante en la matière selon les autorités, dispose d'un important potentiel en ressources vertes, notamment dans la région du golfe de Suez. La vitesse de vent stable est évaluée à environ 8 à 10 mètres par seconde. Le taux d'ensoleillement moyen est situé entre 2800 à 3200 heures par an pour une irradiation solaire annuelle de 1970 à 3200 kWh par mètre carré. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa veut mettre en place un passeport vaccinal. Le système vise à encourager la vaccination dans le contexte de défiance à l'égard du vaccin contre la Covid-19. Selon le président, l'immunisation de la population adulte serait un préalable contre une éventuelle 4e vague d'infection. Notons que le nombre de cas dans le pays est en baisse et les mesures de restriction ont été assouplies. Le gouvernement prévoit de vacciner 40 millions de Sud-Africains d'ici mars 2022, contre un peu plus de 7 millions actuellement. Au Niger, 30 000 déplacés ont regagné leur village dans la région du fleuve Niger à Tillabéri, une localité située près de la frontière malienne, en proie au terrorisme. Le président Mohamed Bazoum a promis le renforcement de la sécurité dans cette zone. Nathalie Mo. La présence militaire les a rassurés et ils ont regagné leur village à Sarakwana, dans la région du fleuve, près de la frontière avec le Mali. Au Niger, ce sont 30 000 personnes ayant abandonné 23 villages en raison du terrorisme qui sont retournés dans la localité de Tillabéri et ses environs. Le président nigérien est allé à leur rencontre lors d'une visite officielle les 11 et 12 septembre. Je suis venu par conséquent pour vous exprimer la solidarité de tous les Nigériens, vous apporter le soutien de l'État, vous dire que nous avons conscience de la situation spéciale, très difficile que vous vivez, et la meilleure façon de le témoigner, c'est de venir ici, même à Sarakwara, vous rencontrer, vous écouter. Depuis 2015, la zone frontalière de Tillabéri est en proie à des violences terroristes. La dernière attaque en date a fait plus de 37 victimes civiles le 16 août 2021. Mais Tillabéri est devenu ces dernières années le symbole fort de la résilience des populations face au terrorisme. J'ai fait une synthèse, j'ai fait des recommandations et j'ai donné des instructions. Elles seront appliquées sur l'ensemble de la région de Tillabéri et ça va apporter, Inch'Allah, un mieux à la vie de l'ensemble de la région. En ce qui vous concerne, nous sommes venus spécialement chez vous parce que vous êtes un symbole de la souffrance et de la résilience au terrorisme. Et nous allons faire du symbole que vous êtes un bon exemple. Pour réduire les incidents terroristes à Tillabéri et ses environs, des restrictions avaient été imposées à la circulation des mototaxis en 2017. Ces mesures ont été levées le 1er septembre. Le chef de l'État élu en février 2021 a promis le renforcement du maillage sécuritaire d'Inates à Tondi-Kouindi. Tous les services sociaux de base seront de nouveau offerts aux populations, a-t-il promis. La quinzaine du tourisme se poursuit en Côte d'Ivoire, un événement dont l'objectif est de faire découvrir les merveilles touristiques du pays, comme les monts Mafa, des montagnes où coule une source d'eau considérée comme bénite par les locaux. Ange Méniot. Les monts Mafa, un des patrimoines les plus historiques de la Côte d'Ivoire. Sur le flanc de cette montagne coule une source d'eau assez particulière. Les habitants de la région l'appellent eau bénite, car selon eux, elle est capable d'exaucer toutes sortes de vœux. Nous sommes à Bessedi-Briand, une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire. Vous avez un vœu à émettre. Vous dites que bon, moi je viens au Mafa pour émettre un vœu. Par exemple, vous pouvez avoir un problème d'enfantement. Je dis n'importe quoi, maladie, quoi. Vous venez, vous voyez le gardien, vous lui soumettez vos préoccupations. Il dira que bon, il faut ceci, voilà. Et puis bon, lui, il vient avec vous pour faire le sacrifice. Arrivé là-bas, il va aussi verser de la boisson. Faites la libération également sur le mont là-bas. Et puis bon, faites votre bain. La montée du mont Mafa peut commencer. Il faut parcourir 200 mètres de distance pour arriver à la source. La montée peut parfois être laborieuse.
plus du matos. Une fois avoir atteint la source, les gardiens des lieux font toutes sortes de pratiques pour purifier les candidats. Ici, on assiste au bain de purification et de bénédiction. Le Mont Mafa. La cérémonie ainsi faite, chacun peut regagner son domicile. La réalisation des vœux devrait se faire juste après. Monsieur le ministre, on va vous arracher un mot. Le seul avantage qu'on peut tirer, c'est qu'on est, dans la nature. Et vous savez très bien que je suis ministre de l'Environnement. Et quand vous voyez la nature comme ça, la nature qui est vraiment, qui n'a pas été détruite, et c'est ce qu'on recherche effectivement. Situés en plein cœur de forêt, les monts Mafa offrent une vue pharaonique dans le paysage. Leur posture aux allures de majesté rend encore plus mythique la renommée qu'ils possèdent. Les habitants de Bessedi-Brignan peuvent savourer le bien-être touristique que ces monts leur apportent au quotidien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.